À la une, le gouvernement ivoirien encourage les projets innovants dans le domaine des TIC. C'est aujourd'hui 17 mai, la journée mondiale des télécommunications. L'entrepreneuriat et l'importance des PME sont au centre des échanges. Mobilisation des ressources financières pour le deuxième plan national de développement PND 2016-2020. 4 425 milliards de nos francs sont attendus pour ces 2 jours, aujourd'hui et demain. Les enjeux de la rencontre dans ce 13h. Nouvelle journée de mobilisation et de manifestation contre la loi travail en France mardi et jeudi. Les organisations syndicales espèrent relancer le mouvement en appelant à ces 2 nouvelles journées de grève. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le journal de ce mardi 17 mai. La journée mondiale des télécommunications est célébrée aujourd'hui. C'est une journée instituée par l'Union internationale des télécommunications. Pour cette édition 2016, l'entrepreneuriat et les PME sont au centre des échanges. Moussa Konaté. L'entrepreneuriat dans le secteur des TIC au service du progrès social. Thème de l'édition 2016 de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information célébrée ce 17 mai. Cette année, honneur est fait aux petites et moyennes entreprises pour leur sens de l'innovation dans le domaine des TIC. En Côte d'Ivoire, des actions sont en cours pour accompagner la jeunesse dans ce sens. À l'occasion du premier concours de projets innovants lancé par le ministère de l'économie numérique et de la Poste, nous avons reçu plus de 800 candidatures et presque autant de solutions qui répondent de façon pertinente à des problématiques concrètes de la vie de nos populations. Je voudrais ici saluer l'esprit de créativité de notre jeunesse et lui dire que notre ambition est de donner sa chance à chacun de ces projets dans le cadre d'un accompagnement plus formel. C'est pourquoi il nous est apparu utile de mettre en place un fonds d'accompagnement de ces projets innovants. Les TIC sont aujourd'hui de véritables moteurs de développement. Elles offrent d'énormes opportunités. On peut citer le commerce électronique, le paiement mobile, le téléenseignement, l'archivage numérique. Le gouvernement ivoirien est donc très attentif à l'évolution du secteur. De nombreux chantiers sont ouverts qui transforment progressivement notre pays en mettant à la disposition des populations les infrastructures et l'environnement nécessaires, mais également des applications et des services adaptés à leurs besoins du quotidien. Je vous invite à prendre le train de la modernité et du futur en vous appropriant ces technologies, en les domptant, pour en faire des opportunités de création d'emplois, de production de richesses et d'amélioration de nos vies. Les TIC enregistrent des innovations et des progrès fulgurants ces dernières années. Pour son rayonnement économique, la Côte d'Ivoire compte aussi sur ce secteur qui génère plus de 1000 milliards de francs CFA et des milliers d'emplois. Mobilisation des ressources financières pour le deuxième plan national de développement PND. Le groupe consultatif se réunit aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce qu'un groupe consultatif? Quels sont les enjeux de cette rencontre et quels impacts sur l'économie ivoirienne à court et à long terme? Jean-Jacques Ouamé a posé ces questions à un spécialiste. Dans notre volonté d'en savoir davantage sur ce que c'est qu'un groupe consultatif, nous sommes allés à la rencontre de Youssouf Karus, un jeune économiste ivoirien, patron d'un fonds d'investissement. Selon lui, le groupe consultatif de Paris pour le financement du plan national de développement PND 2016-2020 révèle d'importants enjeux. Il y a besoin de constituer une sorte de consortium autour du profil financier de la Côte d'Ivoire, autour des opportunités, pour que à la fois le gouvernement et ses partenaires donc, du secteur privé national et international puissent intervenir de concert pour mettre en œuvre ce programme national de développement. Et naturellement, le groupe consultatif est mis en place justement dans cet objectif-là. L'enjeu est donc de taille. Cependant, la Côte d'Ivoire a-t-elle des chances de mobiliser 4 425,2 milliards de francs CFA dans un contexte de ralentissement économique mondial? On a une croissance qui est, on va dire, vertigineuse comparativement à l'ensemble des pays de l'Afrique aujourd'hui. Un contexte continental qui n'est pas forcément florissant, mais une Côte d'Ivoire qui arrive à tirer son épingle du jeu. Et je pense que c'est sur cela que le ministère de l'économie et des finances et le ministère du plan doivent travailler pour justement séduire non seulement les acteurs locaux, mais les acteurs internationaux. Et je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances. Si le succès de ce groupe consultatif est souhaité, ne faut-il pas craindre un risque de surendettement pour le pays? Le référentiel naturel pour examiner le poids de la dette sur l'économie, c'est le PIB. Si vous avez une dette qui progresse
aussi vite que le PIB progresse, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas à vous inquiéter. En réalité, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire par rapport à la richesse créée, donc par rapport au PIB, est relativement stable dans le temps. Même si quand on regarde uniquement l'évolution de la dette, ça peut faire peur, mais derrière, c'est de la dette qui génère de la croissance. Une dette qui génère de la croissance, voilà ce que prévoit le PND 2016 à 2020. Il projette notamment un taux de croissance de 9,8 en 2016, 8,9 en 2017, 8,8 en 2018, 8,3 en 2019 et 8 en 2020. Si cette dynamique prévisionnelle se confirme, on pourrait alors parler d'un deuxième miracle économique ivoirien avec à la clé un statut des pays émergents. Toujours en économie, quelles sont les procédures de passation de marché en vigueur en Côte d'Ivoire? 40 cadres de l'administration publique et privée ont bénéficié d'une formation sur la question. Elle a été financée par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Moussa Konaté. Ils ont reçu une formation sur les procédures de passation de marché. Ces cadres de l'administration publique et du secteur privé, au nombre de 40, ont enrichi leurs connaissances sur la préparation, l'évaluation des offres de biens et services, la conclusion et l'exécution des contrats. La passation des marchés est un domaine qui mobilise actuellement tous les États en Afrique. Et cet atelier nous a permis quand même d'avoir une vision assez approfondie de la chose qu'on faisait avant. Et donc pour moi, ça m'a donné beaucoup d'outils qui vont me permettre d'être plus performant dans mon domaine d'activité. Aujourd'hui, c'est une insuffisance qui est vraiment comblée parce qu'il y a longtemps que je cherchais à être formée. Donc je pars très satisfaite car le contenu des modules dispensés était vraiment important. Cette formation, conduite par le CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, a été financée par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Les autorités ivoiriennes se réjouissent de l'initiative. La formation, c'est l'investissement important pour le développement du capital humain. C'est une très grande satisfaction. C'est le lieu de remercier la BADEA. Un renforcement de capacités sur les règles de la passation de marché pour une meilleure compétitivité. Reste à souhaiter que les acquis de cette formation contribuent au rayonnement et au développement économique du pays. Dans le domaine des ressources animales, de faux médicaments sont utilisés pour traiter le bétail. Un constat fait en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de l'espace UEMOA. Le ministère des Ressources animales et halieutiques ivoirien engage le combat contre ces pratiques pour le moins dangereuses. Victorine Yaoyoboué. Le gros bétail, la volaille, des médicaments vétérinaires dont les antibiotiques sont administrés à tous ces animaux pour offrir des protéines de qualité aux consommateurs. Malheureusement, une étude de l'UEMOA a prouvé que la plupart de ces médicaments sont soit périmés, soit prohibés. L'organisation sous-régionale a donc décidé de lutter contre ces faux médicaments dans son espace. En Côte d'Ivoire, la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques investit les différentes régions pour sensibiliser les acteurs de l'élevage sur le danger que représente cette pratique. L'usage du médicament vétérinaire doit respecter les règles de prescription, dont le délai d'attente. Le non-respect de ce délai d'attente conduit à la présence de résidus de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires, ce qui constitue un risque pour la santé publique. Dans cette bataille, les vétérinaires peuvent compter sur des alliés, les autorités administratives. À Bouaké, Bouna, Agniblekro, Anyama et Bundiali, les 5 régions déjà visitées, préfets et sous-préfets, ont appelé les vendeurs de médicaments vétérinaires et éleveurs à se débarrasser de ces faux médicaments pour préserver la santé des populations. Quand on parle des médicaments des animaux, c'est aux animaux seulement qu'on pense. Mais derrière les animaux, c'est les hommes, puisque les hommes consomment ces animaux-là. Mais les médicaments que vous administrez à ces animaux, si ces médicaments ne sont pas bien, ça a une répercussion sur la santé. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser. La phase de sensibilisation étant terminée depuis 2015, la direction des services vétérinaires a décidé de réprimer en saisissant tous les produits périmés et prohibés. Ces produits ont été détruits et des amendes ont été infligées à leurs détenteurs.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques entend poursuivre cette action pour retirer les faux médicaments vétérinaires du marché ivoirien. La législation souhaite que, une fois saisis, que ces médicaments-là soient détruits. Mais le travail ne s'arrête pas là. C'est au niveau central que toutes ces activités ont été menées. Aujourd'hui, nous voulons vulgariser donc le travail sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour cela que nous avons saisi nos directions départementales et nos directions régionales afin d'assurer le relais. C'est un travail de longue haleine parce que l'objectif de l'UEMOA et également des pays qui composent l'UEMOA, c'est d'assainir donc ce secteur d'activité. Selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, les utilisateurs de faux médicaments vétérinaires encourent également des peines d'emprisonnement. Autant de précautions pour protéger la santé des consommateurs ivoiriens. 5e session du cadre régional de concertation des régions de Gbeke et du Hambol. Il a été question du pilotage du projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom. Kader Segodego. Dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté en milieu rural, le gouvernement ivoirien a initié le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation Propacom. Pour une meilleure représentation, des cadres régionaux de concertation ont été mis sur pied pour asseoir une bonne gouvernance. Ils regroupent en leur sein plusieurs entités, des structures de l'administration publique, des élus, des producteurs et des transporteurs. Pour ce qui est du cadre régional de concertation de Gbeke et du Hambol, réuni en sa 5e session, il examinait des micro-projets qui menaient à bien selon une solution à l'épineux problème de pauvreté et de cherté de la vie. Les responsables du Propacom y veillent. Le Propacom est un projet du ministère de l'Agriculture. Le Propacom et le Propacom Ouest aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA. Et comme tel, ils œuvrent à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans leurs zones respectives d'intervention. Ces micro-projets présentés par des organisations professionnelles agricoles OPA seront soumis à des critères de sélection mis en place à travers un dispositif d'orientation et de pilotage participatif mis en place au niveau national. L'organisation non gouvernementale Servir compte 20 années d'activité au service de la population ivoirienne. La présidente, Mme Henriette Konan-Bédié, dresse le bilan à l'occasion de cette date symbolique. Un bilan positif. Gabriel Zani. Elle est au service de tous depuis sa création en 1996. L'organisation non gouvernementale Servir, présidée par Henriette Konan-Bédié, a exactement ce lundi 16 mai 20 ans. C'est avec beaucoup de satisfaction que la présidente parle de son organisation. C'est ma passion. J'adore l'homme, donc j'aime aider parce qu'on ne peut pas vivre seul, heureux. Et quand vous voyez autour de vous les gens heureux, moi personnellement, ça me donne un baume au cœur. C'est pour cette raison que j'ai créé Servir pour pouvoir être aux côtés de ceux qui ont besoin d'aide. Créée à l'origine pour aider les handicapés physiques, l'ONG a diversifié son domaine d'intervention avec le temps. Les aides d'urgence, l'éducation, la formation et l'alphabétisation, l'environnement, le développement durable et enfin la santé font partie depuis des années de son programme d'aide. Nous avons offert aux handicapés étudiants un car spécialement fait pour eux. Et ça, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. On a offert dans le CHU des appareils de dialyse. J'ai touché un peu à toute la formation, la santé, parce que je pense que toutes les couches avaient besoin d'être aidées. Dont d'une ambulance à la commune d'Aboisseau et d'un appareil de mammographie au CHU de Yopougon, d'appareils dentaires au centre médico-scolaire de Port-Boué et remise d'ouvrages scolaires dans des établissements à Abidjan, pour ne citer que ces actions
L'utilité publique de servir n'est plus à démontrer. L'ONG est aussi à l'origine de l'instauration de la loi relative à l'extinction des handicapés dans la fonction publique. L'Assemblée a voté une loi pour permettre aux handicapés de pouvoir travailler dans le public et dans le parapublic. Et ma grande satisfaction, c'est de voir mes handicapés maintenant être des avocats, des magistrats. Et ça, c'est ma fierté, c'est la fierté de l'équipe en fait. Le mercredi 18 mai, date de célébration de l'anniversaire de l'association. L'équipe de Servir prévoit tenir la cérémonie en présence de ses partenaires et donateurs sur le site du centre démodialisé en construction dans la commune d'Atekoubé. L'école primaire du village d'Assawekro, sous-préfecture de Méagui, a été réhabilitée et équipée en table-banc. La coopérative Kwasi apporte ainsi son appui à la scolarisation dans la région. Eugène Atoubé. La société coopérative Kwasi fait partie des structures agricoles qui soutiennent fermement l'école dans le département de Méagui. Le groupe scolaire du village d'Assawekro vient à son tour de bénéficier d'un important soutien de cette coopérative. Les salles de classe ont été réhabilitées et équipées en table-banc. On y trouve désormais des latrines. Le directeur de l'école dispose maintenant d'un bureau et les élèves ont accès à de l'eau potable grâce au forage construit par la coopérative Kwasi. C'est le sous-préfet de Méagui, Amadou Traoré, qui a présidé la cérémonie de remise officielle de l'ouvrage. Il a relevé les actions sociales que pose la coopérative Kwasi dans la région de Méagui, avec félicitations adressées à son organe dirigeant pour les excellents résultats et sa bonne gestion. Selon le directeur général de Kwasi d'Avenance, toutes les actions sociales que mène cette coopérative ont été possibles grâce à l'excellent travail des producteurs membres. Des producteurs grâce à qui Kwasi a obtenu de belles performances. Illustration, le résultat net de plus de 25 millions de francs CFA enregistré lors de la campagne précédente. Avec eux, la coopérative Kwasi met un point d'honneur à promouvoir l'école en zone de production cacaoyère. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Tabou, où une journée de l'enseignant a eu lieu. Elle a pour but de valoriser le métier de l'enseignant, de reconnaître son rôle dans le développement local et aussi de l'encourager à redoubler d'efforts pour un meilleur rendement. Blé Bamba, Thérèse Yobé. C'est la gare routière du quartier Outouké de la ville de Tabou qui a abrité cette journée consacrée à l'enseignant. Cette célébration a été marquée par la distinction des meilleurs enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire. C'est la mairie de Tabou qui a organisé cette célébration. Julien Kleibé, le maire, a donc saisi l'occasion pour souligner le rôle joué par l'enseignant dans le développement local, notamment le savoir, le savoir-être, le savoir-faire aux enfants. Pour que cette tâche soit accomplie dans de bonnes conditions, le maire a demandé aux parents d'élèves d'aider les enseignants à mieux suivre leurs enfants en apportant une bonne éducation de base à la maison. Julien Kleibé a d'ailleurs souligné que la mairie de Tabou consacre chaque année plus de 50 millions de francs CFA à la construction, à la réhabilitation et à l'équipement d'infrastructures scolaires. Quant au préfet du département de Tabou, Yacouba Doumbia, il a félicité les enseignants de Tabou pour le travail accompli. Il les a exhortés à persévérer dans l'effort afin d'aider à la réussite de la politique de l'école obligatoire instaurée par le président de la République. Le préfet a par ailleurs demandé aux fonctionnaires et agents de l'État de sa circonscription et à toutes les populations plus d'adhérer au travail parce que le travail favorise le développement. Cette journée a permis également à la mairie de Tabou de distinguer les meilleurs agents de santé et le village le plus propre de la commune. Maîtriser les techniques de l'information et de la communication est désormais une nécessité pour les élèves. Les enseignants de Niakara, dans la région du Hambol, sont formés à leur introduction dans la pédagogie. Le reportage de Kwadio Kwame. L'usage des techniques de l'information et de la communication à des fins éducatives commence à être une réalité en Côte d'Ivoire. Des salles informatiques sont ouvertes dans de nombreuses écoles primaires du pays. La réussite de l'introduction des TIC dans la pédagogie passe par la formation des enseignants. Ceux de l'inspection de Niakaramadougou viennent de recevoir quelques rudiments pour mieux faire leur métier tourné vers le numérique.
Quel apport des TIC à la bonne pratique de la pédagogie? C'est sur ce thème que les enseignants du primaire de la localité de Niakaramadougou ont été formés. Le conférencier a avant tout invité son auditoire à se familiariser avec l'outil informatique. Pour Dr Gebesongi Ndatien, la quasi-totalité des enfants du primaire connaissent le numérique alors que les enseignants ne peuvent rester en marge de ce nouveau mode de vie. Vous avez des plateformes numériques pédagogiques qui permettent de renforcer les capacités des enseignants eux-mêmes et des élèves eux également. Cette génération des écrans fait que nous sommes tenus en tant qu'enseignants à reconstruire nos méthodes pédagogiques de sorte à pouvoir fournir les bons enseignements à nos élèves. Les membres de la mutuelle générale de l'inspection de Niakaramadougou se sont engagés à être des intellectuels numériques pour un enseignement de qualité. Ils ont donc décidé de se former en informatique. Cette formation a été faite au cours des festivités de fin d'année de la mutuelle générale de l'inspection de Niakaramadougou. Les responsables du système éducatif d'Odiéné, eux, apprennent les rudiments pour une meilleure implication dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est la coordination nationale des acteurs judiciaires qui leur dispense la formation. Léon Pro. Violence basée sur le genre, les responsables du système éducatif d'Odiéné impliqués dans la lutte. À l'affiche, une séance de formation organisée par la coordination nationale des acteurs judiciaires pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Objectif, former et sensibiliser la grande famille de l'éducation nationale sur la nécessité de prendre une part active dans la lutte contre ce fléau, notamment par la dénonciation d'éventuels cas de violences faites aux élèves. Franck Kuncho, président de la dite coordination, par ailleurs substitut du procureur près le tribunal d'Odiéné, les a instruits sur les manifestations et les conséquences des violences basées sur le genre. Il a également proposé la mise en place d'une cellule d'écoute et d'alerte à la direction régionale de l'éducation nationale d'Odiéné pour une lutte efficace contre les violences basées sur le genre. Dans cette optique, des panneaux estampillés de messages de sensibilisation ont été remis aux responsables locaux du système éducatif. La drépanocytose est une maladie très souvent méconnue. Elle touche environ 12% de la population ivoirienne. Selon les spécialistes, la mise en place d'un programme national de lutte contre la drépanocytose peut constituer une solution pour freiner l'avancée de la maladie. Grâce Kando. Service hématologie du CHU de Yopougon. Sur ce lit se trouve Aïcha Sangaré, une patiente souffrant de la drépanocytose. Ça se manifeste par les os, ma poitrine, mon ventre. En tout cas, tout mon corps me fait mal. Comme Aïcha, la drépanocytose touche plusieurs personnes. Pour moi, spécialement, c'est rare que ça m'arrive par les os. Des douleurs dans l'abdomen, spécialement quand je viens, c'est ces injections. C'est ça seulement qui peut calmer. La drépanocytose, une maladie génétique héréditaire de l'hémoglobine. C'est une maladie qui affecte donc l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment rouge qui est à l'intérieur de nos globules rouges, donc qui donne la couleur à notre sang. Et les patients drépanocytaires ont une hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine S. Et cette hémoglobine S a la fâcheuse tendance à former des grandes fibres à l'intérieur du globule rouge et donc à déformer le globule rouge. En Côte d'Ivoire, la prévalence est d'environ 12%. La drépanocytose, une maladie qui se présente sous plusieurs formes. Il y a la forme SS, qui est la forme homozygote, qui est la forme grave, où toute l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A, est remplacée par l'hémoglobine anormale, qui est dénommée hémoglobine S. Donc c'est la forme la plus sévère. Nous avons une autre forme qu'on appelle la forme SC. L'association de l'hémoglobine C à l'hémoglobine S réalise la drépanocytose SC. C'est une forme aussi majeure. À côté de la SS et de la SC, nous avons la drépanocytose associée à une autre maladie génétique qu'on appelle la thalassémie. Et lorsqu'elle est associée à la drépanocytose, elle va donner deux formes. La forme SFA2, qui est une forme qui est superposable à la forme SS. Et puis nous avons la forme SAFA2, où nous n'avons que des douleurs, il y a rarement des anémies. Chaque année, 6 000 nouveau-nés souffrent de drépanocytose
et 70% d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans. Les patients drépanocytaires qui meurent tôt sont ceux qui n'ont pas les moyens de se traiter. Un malade drépanocytaire pris précocement en charge et bien suivi, il a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. C'est-à-dire qu'on a des drépanocytaires, quand ils sont bien suivis, ils peuvent atteindre 75 ans, 80 ans. La prise en charge reste un volet important. Un examen de sang s'impose chaque mois pour un meilleur suivi. Mais pour les patients, le coût du traitement est excessif. Je suis enceinte de 6 mois. Moi, on m'a dit le jour, ils prennent vent de venir, ils vont me suivre. Le médicament, on dit de prendre la vie, là, c'est cher. Dans le mois, ça te fait 12 000. Donc, si tu n'as pas les moyens, là, tu ne peux pas suivre ça normalement. Pour les spécialistes, la solution est de développer des programmes efficaces. Donc mettre en place le diagnostic néonatal, le dépistage néonatal, former les pédiatres, me semble très important, former également tout le personnel paramédical. L'OMS demande à ses États membres de mettre en place un programme de prévention et de prise en charge intégrée de la drépanocytose. À l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire n'a pas de programme global de prise en charge de la drépanocytose. Dans le cadre de la prévention, le diagnostic prénatal se fait à partir de la 10e semaine de grossesse et impose le test de l'électrophorèse. Un test qui permet de dépister des cas de drépanocytose. En religion, les bouddhistes de Côte d'Ivoire dédient une journée aux mères de famille. Au cours de cette journée de célébration, ils ont salué l'avènement de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Herman Yamia. Pour la commémoration de la traditionnelle date du 3 mai qui symbolise le jour de la Soka Gakkai et dédiée à la célébration de la femme Soka, la communauté des bouddhistes ivoiriens a eu pour invité d'honneur le directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, le docteur André Déazon, directeur général de la Soka Gakkai International Côte d'Ivoire, a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour avoir créé la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Selon lui, aucun pays au monde ne s'est développé en tournant le dos à son identité. C'est pour cette raison que les bouddhistes ivoiriens s'engagent à soutenir la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire afin de voir la Côte d'Ivoire amorcer son véritable développement. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire incarne l'identité du peuple ivoirien. Et aucun développement ne peut se faire en tournant dos à l'identité. Aucun peuple ne peut se développer en tournant dos à son identité. Donc j'ai pris l'exemple des États-Unis, j'ai pris l'exemple de la France, j'ai pris l'exemple du Japon. Tous ces pays-là reposent sur une matrice identitaire. Le secrétaire général de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a, au nom du président de cette structure, Nana Montanoé, exprimé sa reconnaissance à la communauté bouddhiste pour son apport au rayonnement de cette institution. Plusieurs activités, dont des prières, des chants et danses, ont meublé cette cérémonie qui a enregistré la participation de plus de 3000 personnes. Les ministres gambiens et sénégalais des Affaires étrangères se sont rencontrés pour trouver une solution au blocus mis en place par les transporteurs depuis la mi-février. C'est à cette date que la Gambie a décidé de multiplier par 100 le droit d'entrée aux camions qui traversent son territoire. Mais malgré le retour aux conditions initiales, les transporteurs maintiennent leur blocus transfrontalier. Ils demandent des conditions encore plus favorables. Reportage. Rue vide, commerce vide, trafic minime, la petite localité de Cœuraïbe est une ville morte depuis plus de 3 mois, depuis que la Gambie a décidé de multiplier par 100 les taxes de passage pour les transporteurs, au grand dam des commerçants transfrontaliers comme Abdoulaye Diallo. En tant que population, nous souffrons. Ce n'est pas de notre faute. Nous les plaidoyons pour qu'ils acceptent à cause de la population qui souffre, le bas peuple qui souffre, d'ouvrir les frontières pour qu'on relance les activités. La Gambie commence à manquer de marchandises importées et les passagers sénégalais doivent contourner la Gambie pour se rendre dans la région de Casamance. À 90 km de Cœuraïbe, une file de camions est stationnée au poste frontière de Karang. Jeune apprenti chauffeur, Khadim Diakité est bloqué depuis 2 mois dans son camion avec pour seul horizon cette infranchissable frontière.
dangaa yàqal dara kay parce que suñu bagage mu ngi si biir Gambie buñ demoon moom la ñu war a jël pour yóbbu Kaolack mais mënuñ dem jël loolu kay comme ni ñu koy dundee rek ni ñu koy dundee instant bi ñun dañoo manqué xaalis sax pour bu ñuy lekk sax problème la. Malgré des peuples et des langues identiques, le Sénégal et la Gambie ne s'entendent pas. L'éphémère Confédération de Sénégambie a été dissoute en 1989 après 7 ans d'existence. Pour le Sénégal, cette nouvelle crise est l'occasion de mettre sur la table des négociations d'autres sujets de discorde, notamment la construction d'un pont entre les deux pays, au point mort depuis la pose de la première pierre l'année dernière. Le financement pour le fonds existe déjà. C'est la BAD qui met 50 milliards de francs CFA. Donc, rien ne doit entraver, en tout cas, le processus de construction de ce pont, qui va être extrêmement important dans les relations entre la Gambie et le Sénégal. Le Sénégal francophone au système démocratique devra une fois de plus déployer des trésors de diplomatie pour s'entendre avec son imprévisible voisin anglophone, dirigé depuis 20 ans par Yahya Jammeh à coups de répression sanglante. C'est mardi et jeudi, 2 nouvelles journées de mobilisation hostiles à la loi travail en France. Les organisations syndicales espèrent relancer le mouvement en appelant à ces 2 nouvelles journées de grève et de manifestation. L'objectif visé par les préavis de grève lancés dans différents secteurs est de faire, selon les syndicats, ouvrir les oreilles et les yeux du gouvernement. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Excellente journée à tous.